Alors là, on va faire le bilan de Binson et Orquigny, ce que j'ai trié dans le lutétien moyen et le cuisien. Là, je commence avec les éléments du lutétien moyen, notamment tout ce qui est mollusques et divers invertébrés que j'ai pu récolter dans ce niveau-là, et vous montrer un petit peu la diversité et surtout le mélange qu'il y avait, qui était très proche du niveau lutétien moyen en contact avec l'iprésien. Alors là, je commence par le fameux murex que j'avais trouvé, que j'ai réussi à dégager à peu près correctement sans l'endommager du tout, parce que il est assez joli et il reste unique pour l'instant dans le volume que j'ai décaissé. Alors initialement, j'avais de très nombreux blocs, ce qui représentait à peu près 300 kilos de sédiments. Donc ça vous donne un ordre d'idée du volume que j'ai dû ramener et extraire. Alors extraire, quand je dis extraire, c'est je les ai cassés. En fin de compte, j'ai dégrossi les blocs un par un pour extraire tous les éléments que j'avais à vue, et tout ce qui passait à côté, on va dire, était de toute façon mis dans de l'eau, tamisé dans de l'eau, calibré à différentes mailles, puisque j'ai fait des mailles supérieures à 5 mm, inférieures à 5 mm et supérieures à 3 mm, et tout ce qui est inférieur à 3 mm, j'ai quasiment terminé, mais il m'en reste un petit peu parce que bon, c'est assez long. Alors là, donc j'étais sur le murex, reste à le déterminer. Au niveau des mollusques, alors bien sûr, essentiellement des gros bivalves comme les crassatelles, là. Alors certaines, vous voyez, sont perforées. Alors ces perforations qui sembleraient être pour beaucoup des trous, donc des cassures inintéressantes, en fin de compte étaient souvent des lithophages, c'est-à-dire d'autres petits bivalves qui utilisaient ces grandes coquilles, qui sont assez épaisses, et qui se logeaient dedans. J'ai un problème de mise au point encore une fois. Voilà. J'espère que ça va aller. Je vais pousser un peu la lumière peut-être. Voilà. Et dedans, j'ai trouvé plusieurs fois des petits bivalves lithophages. Alors pas dans ce spécimen-là en particulier, mais dans d'autres spécimens plus grands. Il m'est arrivé de trouver des lithophages en place. Donc j'ai trouvé intéressant de les conserver pour montrer que c'est pas parce que c'est cassé de prime abord que c'est inintéressant. Bien au contraire, c'est souvent même très intéressant. Il faut observer les cassures pour comprendre qu'il y a aussi des traces d'autres animaux qu'on appelle lithophages. Donc lithos, pierre, phage, mangeur, manger. Alors mangeur de pierre, c'est une fausse appellation, puisque je vous rappelle que ce sont des bivalves qui perforent des surfaces indurées. Voilà. Ils ne mangent pas la pierre, c'est un abus de langage. Là, j'ai un cardium. Alors, les cardiums, il y en avait pas mal, mais ils sont très fragiles. Très fragiles. Celui-ci, j'ai réussi à le préserver en le plexigomant. Le plexigome, c'est une espèce de poudre qu'on mélange avec de l'acétone à hauteur de 5 à 7%, et qui fait... c'est un consolidant comme le paraloïde, voilà. Ça remplace les cols, et en plus c'est totalement réversible. Ça, c'est très pratique pour consolider des coquilles ou des dents, des choses comme ça. Peut-être que j'en ai jamais parlé, j'en parlerai un de ces jours sur un autre topic. Donc là, voilà, c'était ça. On avait aussi, alors bon, là j'ai pas pris la plus grosse parce que j'ai pris la plus petite même, mais il y en avait des plus grosses que ça, les Cardita planicosta. Donc ça, c'est pareil, c'est une espèce qui est assez présente dans cette couche-là. Je ne sais pas si... J'ai pas souvenir qu'à Fleury-la-Rivière, j'en ai vu beaucoup. Mais bon, c'est pas parce que moi j'en ai pas vu beaucoup, parce que j'ai jamais vraiment fouillé à Fleury, que ça dit quelque chose. Là, on a un coquillage un peu plus intéressant et très difficile à préserver, qui est ce qu'on appelle un solène, c'est-à-dire un couteau, tout simplement. Ce qu'on a sur nos plages actuelles, c'est des couteaux, et c'est des bivalves qui fouissent verticalement. Donc en gros, ça pourrait se présenter comme ça. Voilà. Et ce sont des coquilles très fragiles. Alors il y en a pas mal, mais pareil, beaucoup de casse. Je vais me mettre en pause 2 secondes.
Alors là, on est sur un gastéropode qui est très fréquent dans ces niveaux-là. Là, j'en ai gardé que quelques exemplaires. Il y en avait littéralement des centaines. Bon, énormément sont cassés, donc c'est pour ça que j'en ai pas gardé énormément. Ce sont des Athletas spinosus, qui sont des Athletas du lutétien moyen classique. Certaines peuvent atteindre des tailles bien supérieures à celles-ci. Et bon, sont assez jolies, hein, donc c'est pour ça que je les ai prélevés. Mais bon, ce sont vraiment des animaux caractéristiques du lutétien moyen. Voilà, là j'ai à nouveau d'autres types de coquilles qui sont des ancillas, ce qu'on appelle des ancillaires. Ce sont des coquilles très classiques, assez jolies, voilà, qui sont bien préservées la plupart du temps. Il y en a plusieurs espèces. Là je ne les ai pas encore séparées, mais il y a au moins 3-4 espèces différentes. Donc ça sera le jeu ultérieurement de faire un tri de tout ça. Pour l'instant, c'est pas ma priorité dans l'immédiat, c'est vraiment de montrer un peu le bilan global. Alors voilà, là maintenant, je vous montre un petit peu vite fait les sachets que j'utilise pour conditionner ces éléments. Généralement, j'utilise des boîtes quand ça va être destiné à être mis en collection dans les tiroirs. Mais là, pour des raisons de pratique, j'ai opté pour les sacs transparents clipsables, sachant que tous ces sacs vont dans une boîte, dans laquelle, au fond de la boîte, il y a une étiquette globale rappelant que ça vient du gisement de Binson et Orchigny. Voilà, c'est pour éviter les mélanges et se perdre après dans l'identification des coquilles, parce que, encore une fois, je vous l'avais déjà dit sur d'autres vidéos, il est important, il est impératif de noter les éléments et leur contexte de découverte. Là, en l'occurrence, c'est un contexte très particulier qui mérite d'être signalé pour pas se tromper. Bon, je vais le mettre en pause, je vais vous montrer d'autres choses. Alors là, on est sur les rares coquilles qu'il y avait dans ce niveau-là, au niveau de l'hyprésien. Ce sont des unios. Alors ce sont des bivalves qui sont généralement de grande taille, mais là ce sont des fragments. C'est pour ça qu'ils sont pas très grands. Ce sont un peu le cœur, on va dire, de la coquille qui est préservé au niveau de la charnière. Et c'est déjà assez épais, mais c'est très fragile. Malheureusement, il y en avait des milliers d'exemplaires qui se sont cassés pendant que je débitais les blocs. Bon, on a de l'unio, on a aussi une autre bivalve qui s'appelle la téridine, et qui sont typiques des environnements fluviatiles de l'Yprésien, notamment du secteur de Montelon, où il y a beaucoup, dans la couche à crocodile, on va dire, dans les gisements où il y a des crocodiles, des mammifères, c'est truffé d'unio et de téridine. Il y a aussi quelques rares autres coquilles, comme les brossias et voilà, d'autres coquilles gastéropodes, mais qui sont forcément, qui sont très rares. Alors là, sur les premiers restes de vertébrés du cuisien, on a alors la fameuse coprolite que j'avais trouvée quand j'avais été chercher le sable, qui m'a donné une bonne indication d'intérêt. Parce que là, ce sont des coprolites qui sont typiques dans ces gisements-là. Bon, généralement, c'est attribué à des crocodiles parce que il y a énormément de dents de crocodile dans ces niveaux-là. Et je vous montrerai après les dents, vous allez voir qu'elles sont absolument magnifiques. Et on a peu de doute de se tromper. Parce que bon, c'est l'animal qui prédomine largement les écosystèmes et qui était capable en taille de produire des grandes coprolites comme ça. Après, on a d'autres types d'animaux qui peuvent produire des coprolites de grande taille. Ce sont les lophiodons, mais dans ces niveaux-là, j'en ai pas vu de traces pour l'instant. Voilà, et puis là à côté, on a un fragment de carapace de tortue. Donc c'est très fragmenté parce que bon, ça reste fragile malgré tout. Et quand on fouille dans certains niveaux du secteur où il y a des carapaces de tortue, on est obligé de faire ce qu'on appelle une table, c'est-à-dire de dégager une surface plane et d'en coller au fur et à mesure et de prendre une partie de la marne avec. Et là, c'était pas le cas. Moi, c'est pas moi qui les ai prélevés, donc je suis obligé de me conforter avec ce qui a été fait à l'époque. Maurice a fait ce qu'il pouvait. Je vais vous dire que déjà, les plaques qu'il a sorties étaient monumentales en taille, et c'était déjà un exploit de les sortir, je pense.
Alors au niveau des fameux graviers que j'ai rencontrés à nombreuses reprises, j'ai choisi d'en préserver quelques-uns, surtout les plus gros et les plus caractéristiques, hein, j'en ai tout un sachet. Je les ai un petit peu nettoyés juste à l'eau. Et éventuellement, s'il y a besoin, c'est disponible pour faire une datation, parce que généralement les géologues utilisent ce type d'éléments pour faire des datations. Là, c'est un gravier qui est très grossier. Moi, j'ai rarement vu ça, un gravier aussi grossier. Bon, il y avait quelques éléments plus fins, mais généralement, ils étaient de cette taille-là. On a ce qu'on pourrait apparenter à des quartz, des silex. Il y a des formes plus colorées, tirant sur l'orange. Je ne sais pas trop ce que c'est. Peut-être de la calcite. Enfin bon, en tout cas, c'est bien roulé. Il y a des formes qui sont plus ou moins roulées. Donc ça c'est probablement un indicateur. C'est pour ça que j'ai décidé d'en préserver quelques spécimens. Enfin, quelques spécimens. J'ai un gros paquet là, mais bon, voilà, au cas où on en a besoin, c'est là, c'est préservé en l'état pour pouvoir les analyser ultérieurement. Alors là, je reviens brièvement sur les bivalves qui ont été bouffés par des lithophages, perforés plus exactement. On voit ici, donc sur les grandes crassatelles, des perforations très propres, hein, qui ne sont pas l'œuvre d'humains, comme certains pourraient le penser, mais bien d'animaux contemporains du dépôt. Et ce sont des bivalves qu'on appelle donc les lithophages. C'est une grande famille de bivalves qui sont capables de perforer alors soit des roches dures ou des coquilles ou des bois. Enfin bon, il y a différentes capacités. Et là, sur un des spécimens d'une des coquilles, on voit, alors j'espère qu'on le verra bien, mais on a ici, là au bout de mon doigt, une coquille qui a perforé la coquille. Donc c'est un autre bivalve qui a perforé la crassatelle et qu'on appelle donc un lithophage. Mais bon, c'est un nom commun donné à plusieurs espèces, hein, plusieurs genres, plusieurs espèces. Voilà. Donc ça permet là en l'occurrence de bien observer l'animal qui a fait ce trou là. Et là en l'occurrence il l'a percé depuis l'intérieur. C'est-à-dire une fois que la coquille était, la crassatelle était déjà morte probablement. Voilà. Alors là on va voir le classement fait par Maurice et les éléments qu'il m'a donné essentiellement, alors il y a du mélange hein, quand même, du lutétien moyen et du cuisien, mais ce que je vais essayer de montrer, c'est surtout les éléments du cuisien qui sont essentiellement des vertébrés. Alors j'ai essayé de les reclasser un petit peu vite fait pour que ça soit un peu plus visible. Ici dans le bas, alors on a tous les éléments qui sont plutôt les invertébrés du lutétien moyen. Et ici on a quand même les fameuses thérédines du cuisien. Voilà. Encore une autre thérédine là. C'est assez gros, ça peut être encore plus gros. On a des coraux aussi là qui sont du lutétien moyen. Et je vais essayer de vous détailler maintenant les éléments de vertébrés que l'on a. Alors là je vous les montre rapidement en aperçu, mais je vais essayer de détailler tout ça parce qu'il y a des choses très intéressantes. Bon, il y a des choses clairement qu'on ne pourrait pas voir avec un simple appareil photo. Il faudra que je les passe à l'albino parce qu'il y a quand même du petit matériel, mais il y a quand même d'autres éléments qui sont plus importants en taille. Alors, je vais les détailler. Le temps de me préparer, je mets en pause. Alors voilà, là les premiers gros éléments que je vous montre, ce sont des dents de crocodile qui viennent donc de l'Yprésien supérieur. Datation possible, précise pour ceux qui connaissent, ce sont la zone repère MP10 qui correspond à ce qu'on appelle la zone repère de Grove, qui était un gisement qui a été décrit au siècle dernier, à Grove notamment. Alors ce sont des grandes dents, mais bon, là j'ai pris les plus grosses pour que ce soient les plus visibles. Il y en a des bien plus petites, ça appartient probablement tous à un même genre, hein, probablement à une sorte de crocodile classique de l'Éocène.
On voit que les dents sont bien striées, qu'elles ont une arête, quand la dent est pas trop roulée, une arête bien marquée. Voilà, sur celle-ci, ah zut, ça se met en flou. Oui, ça c'est quand on a des téléphones, c'est pas terrible. Quand c'est usé, malheureusement, on voit plus rien. Hein. On voit là, c'est une dent qui a perdu tout son émail, donc ça reste identifiable en tant que crocodile, mais on pourra bien aller plus loin. Alors là, j'ai une autre dent qui est plus complète, qui a sa carène, qui a ses stries, donc qui va de l'apex, c'est-à-dire de la pointe de la dent jusqu'à la base. Pareil sur celle-ci. Voilà. Celle-ci, elle est bien propre. Bon, ça reste des gros crocodiles qu'on a dans l'Yprésien. Suivant les gisements, on va en trouver même de plus gros, de plus grandes quantités. Montelon était réputé pour ça. Maintenant, c'est plus accessible, mais quand ça l'était, il y en avait énormément hein, dans le crocodile, de coprolites, de fragments d'écailles, de choses comme ça. Et pour ceux qui ont eu de la chance, certains ont trouvé des fragments de crâne, voire un crâne complet. Ça, c'est une autre histoire, parce que c'est pas dans les sables comme ça qu'on peut les trouver. C'est complètement démantibulé. Bon, je vais le mettre en pause, vous montrer autre chose. Alors là, on a, je pense, un fragment d'écusson de crocodile. Ceci dit, il me paraît peu épais, donc je m'interroge, mais bon, ça vient du niveau yprésien, donc je vois pas trop ce que ça pourrait être. Je vais montrer de l'autre côté. C'est relativement plat. Normalement, chez les crocodiles, c'est beaucoup plus épais. Alors, est-ce que c'est du poisson ? Ça, je sais pas. Je vais mettre de côté pour le moment. Voilà. Là, ce sont des vrais ostéodermes de crocodile. Hein. Ça, il n'y a aucune difficulté à les reconnaître. Ils sont assez épais et ils sont bien profonds. Alors que le spécimen que je vous ai montré juste avant me paraît un petit peu différent. Parce que, quoique... voilà, je m'interroge en même temps. Hein. Je vous dis, j'ai aucune certitude. Il y a des fois des restes qui sont très particuliers et qui sont sujets à caution, à interprétation. Donc là, vous voyez, comme je l'ai en main, je me baserai uniquement sur l'autre face. Oui, il n'y a pas de problème. Là, je m'interroge aussi. Bon, c'est pas grave, hein, ça fait partie du jeu. Vaut mieux s'interroger et pas se planter que d'affirmer quelque chose et puis de se planter en beauté. Mais bon, globalement, ça fait plutôt crocodile. Et comme il y a pas mal de dents, ce serait logique que ce soit du crocodile. Alors, pour en finir avec... Enfin, là, je ne vais pas en finir, parce que j'ai encore les vertèbres de serpent à vous montrer. Là, ce sont des plaques de tortue. Hein. Ce sont des plaques de tortue. Alors là, c'est une plaque qui est ornementée, vous voyez, qui pourrait laisser penser à une trionechidée. Elle n'est pas très épaisse, donc c'est peut-être la Hellochelis. Et celle-ci, elle est beaucoup plus épaisse, mais elle n'est pas ornementée. Alors là, ça va être compliqué, mais c'est un bout de tortue aussi. Alors là, ce sont des vertèbres de serpent. Alors, je vais essayer de faire la mise au point et de bien voir, mais c'est pas très gros en soi. Alors, la plus grosse, celle-ci, doit faire à peu près 10 mm. Sachant que j'en ai trouvé une autre de taille similaire en faisant le tri. Et bon, ça reste relativement peu fréquent. Alors, il y a des gisements comme prémontré qui sont des gisements de référence de même âge, pareil du MP10, où par contre là, ils en ont trouvé des milliers d'exemplaires parce que c'était une lentille absolument très bien préservée. Et là, on est dans des sables... en contact, donc il y a eu une usure, ce qui ne semblait pas y avoir un prémontré, parce que moi je n'ai jamais fouillé malheureusement, mais bon, voilà, prémontré a livré énormément de serpents, ça a été en partie étudié. Là on est sur un niveau qui a déjà subi une transgression marine, donc tout ce qui était déposé à l'Yprésien a été plus ou moins érodé au Lutétien moyen. Donc c'est pour ça que certains éléments sont cassés et très usés.
ce qui ne semble pas être le cas après montré d'après ce que j'en sais. C'est encore une fois, je ne peux pas être affirmatif, je n'y ai jamais fouillé et je me base uniquement sur les logs stratigraphiques qui sont à disposition sur Internet. Alors, pour ce qui est des poissons, on a ce type de poissons osseux, là, qui sont des poissons dont on a des grosses écailles, qu'on appelle le lépisosté. Vous voyez, certaines des écailles sont encore plus grandes que celles-ci, mais là, dans ces niveaux-là, je crois que c'est à peu près la taille maxi qui a été trouvée. Et ça ressemble un peu au lépidote, hein, mais un poisson qui ne va jusqu'au Crétacé. Donc là, c'est un poisson fluviatile, alors que le fameux lépidote est un poisson marin. Donc il ne faut pas les confondre. C'est deux animaux très différents. Je vous montrerai un schéma. Là, on a des écailles. Alors les écailles sont très fréquentes. Hein. C'est une sorte d'ivoire qui constitue l'écaille. C'est pour ça qu'elles résistent très très bien à la fossilisation, au même titre que certaines dents, parce qu'elles sont très robustes. Et là, je vais vous montrer, ça c'est une vertèbre de l'épisosté. Elles sont caractéristiques. Elles sont en forme de petits tambours, petits tabourets, on va dire. Et d'un côté c'est creux et de l'autre côté c'est plus ou moins bombé. Et puis surtout en dessous, là on voit deux espaces creux et au-dessus, voilà, comme ça. Alors ça c'est caractéristique, hein, quand vous avez une face comme ça, creuse, bombée d'un côté et creuse de l'autre, avec des écailles, on sait que c'est du lépisosté. Il y en a pas mal. Et ce qu'on trouve également, là que je n'ai pas, ce sont des dents, éventuellement des fragments de crâne. D'où l'interrogation que j'avais tout à l'heure pour l'ostéoderme, parce que ça peut ressembler à ça. Ça peut être quelque chose de très fin et en même temps ornementé. Alors bon, là j'en ai pas mal d'autres, hein, et ça c'est quelque chose qui est caractéristique dans tous les L'éocène inférieur jusqu'à l'Éocène, jusqu'à l'Yprésien supérieur. Là on a ce genre d'écailles, et parfois on les retrouve dans des niveaux supérieurs où ils ont été remaniés également. Bon, mais par contre ça vivait au moment là ici en l'occurrence du MP10, puisque c'était fluviatile. C'était un réseau de fleuves qui se jetait dans un estuaire, et on a pléthore de ces écailles-là qui sont absolument bien préservées, qui ont à peu près toujours la même forme, et qui sont... ah bah là voilà, j'ai une dent, là, vous voyez, on peut voir une dent. Alors les dents sont assez caractéristiques, ça ressemble à des petites dents de crocodile. La différence près, c'est que c'est pas ornementé de la même façon. Et surtout la pointe, qu'on appelle l'apex, est en acrodine. Un acrodine, c'est un émail qui est hyper minéralisé et qui est translucide. Donc si on le met derrière une source d'éclairage, on verra un petit point, ce qu'on appelle le capuchon en acrodine, qui est ce qu'on appelle un caractère dérivé chez les actinoptérygiens. C'est-à-dire que c'est propre à tous les poissons osseux. Voilà. Et ça, il n'y a aucune chance de se planter entre du crocodile et l'épisosté. Voilà, je vous montrerai sur des schémas, vous verrez, il n'y a pas d'erreur. Alors, toujours dans les poissons, mais là on a des vertèbres qui sont isolées. Alors, les grosses vertèbres sont jolies à vue, mais le problème c'est qu'elles n'ont aucun intérêt particulier, parce que c'est quasi impossible à identifier. Tout ce qu'on peut dire, c'est du gros poisson, voilà. Et ça s'arrête là. Donc ça c'est le problème de ces objets, c'est qu'ils n'ont pas un intérêt majeur. Par contre, alors ce qui paye pas de mine, là, ces petites vertèbres là, alors qui peuvent être plus grandes suivant les étages, hein, au Tannécien elles peuvent être plus grandes, ce sont des petites écailles qu'on appelle des petites vertèbres d'amia. Les amias vivent aux mêmes endroits que les épisostés que je vous ai montré précédemment. Ce sont des poissons qu'on appelle des poissons castors, parce qu'ils ont tendance à faire des trous dans les berges, qui existent toujours, comme l'épisosté, qui existent toujours, mais uniquement dans les fleuves d'Amérique du Nord et dans le sud-est des États-Unis. Donc on est très loin d'avoir des gros poissons. Là on est sur des petits poissons, mais le gros problème c'est d'identifier ces fameuses dents.
Vous voyez, j'ai encore d'autres éléments là, et c'est pareil, c'est des grosses vertèbres. Ça représente peu d'informations. En gros, il n'y a que les lépisosties, les amia qui sont facilement identifiables parmi les vertèbres. Après, si on avait des vertèbres de requin, ça serait identifiable. Mais là, ce sont des vertèbres de poisson. Malheureusement, voilà, on n'a pas de vertèbres de requin. Il existe des requins dans ces niveaux-là qui vont en fleuve, hein, qui vont dans les fleuves, qui sont dits euryalins, c'est-à-dire qu'ils supportent une salinité variable, mais ils ne sont pas très nombreux. Il y en a 3 ou 4 espèces, pas plus. Alors là, encore du poisson osseux, mais là, ça s'apparente alors à ce qu'on appelle des suluridés. Ce sont des aiguillons de nageoires. Alors, généralement, ce sont des nageoires pectorales, mais il arrive aussi qu'on ait des nageoires dorsales qui soient soutenues par ce type d'os. Alors là, c'est une articulation classique. Je dirais pas plus loin que siluridé, c'est pas mal déjà. Voici Spencer, parce que c'est aussi connu. Voilà. Bon, ça reste un objet parmi d'autres. On arrive enfin aux mammifères. Alors là, ce sont des spécimens qui avaient été identifiés en partie par Pierre Louis, qui était un amateur limite professionnel de la région champenoise dans les années 50 jusqu'aux années 2010, hein, puisqu'il est décédé en 2010, et qui avait travaillé notamment avec Donald Russell sur le gisement du Mont Beru, entre autres, et puis il a connu pas mal d'autres spécialistes comme Gainsbourg, comme Hooker, des choses comme ça. Alors là, il lui avait déterminé ça, c'est Maurice qui avait trouvé ça, c'est un morceau de mandibule, c'est-à-dire de mâchoire inférieure, d'un Propachynolophus. C'est un ancêtre, on va dire, de la lignée des équidés modernes. Voilà. Alors là, on a quand même, sur ce type de spécimen, on a au moins 2 molaires inférieures et un fragment d'une 3e. Et c'est déjà un exploit d'avoir recollé ça. Parce que dans ces niveaux-là, je vous l'ai dit, la mer a déjà repris. À l'Yprésien, ça s'est déposé, il n'y a pas de problème. Si ça avait été en place, je pense qu'on aurait trouvé des choses encore bien plus complètes. Mais là, ça a été remanié au lutétien moyen. Et donc, les éléments comme ça, qui n'étaient pas pris dans des gros blocs, devaient être cassés, brisés. Voilà. Bon, là, on a une forme, déjà une belle, un beau morceau de mandibule qui est assez joli, qui est déjà une très belle découverte en soi. Alors là, on a une autre dent de Propachynolophus. Donc, oui, c'est ça, Propachynolophus malandini. C'est une molaire M3 inférieure et qui est à peu près absolument en parfait état. Bon, il manque la racine, ça malheureusement c'est fréquent dans ces niveaux-là. Mais ceci dit, la dent en elle-même est absolument superbe. Donc toujours pareil, c'est de la famille des équidés. Donc ça c'est une M3 inférieure droite. Elle fait à peu près dizaine de millimètres. Voilà, alors ce sont des animaux, donc l'ancestralité, ils font partie de la lignée des équidés modernes, mais ils devaient avoir la taille d'un petit renard, quoi, d'un renard. Mais ce sont des animaux qui mangent les végétaux tendres, puisqu'à cette époque-là, il n'y avait pas encore de végétaux durs, il n'y avait pas eu encore ce qu'on appelle la grande coupure de Stéline, et il y avait encore une forêt tropicale avec des végétaux tendres. Il n'y avait pas encore de refroidissement généralisé. C'est à partir de la fin de l'Éocène, à la limite Éocène-Oligocène, qu'on a une profonde modification des dents chez les mammifères qui vont s'adapter à l'usure progressive introduite par tout ce qui est végétaux plus durs et surtout l'apparition des premières graminées qui, constituées de silice, fait que l'usure des dents est plus importante. Mais ça, c'est un autre domaine. J'essaierai d'en parler parce que c'est une époque charnière de l'histoire de la Terre dont on a encore
les conséquences actuelles, puisque les chevaux actuels, s'ils ont la taille et la forme qu'on a maintenant, c'est directement lié à cette coupure, à cette grande coupure. Alors là, on est sur donc toujours du mammifère, on a une canine de belle taille, mais le problème, alors là, pour une fois, c'est la racine qui est largement préservée et la couronne qui est largement absente. Ceci dit, ce genre de dents n'est pas forcément un carnassier, mais probablement un tapiridé, un truc comme ça, qui vivait dans les environnements forestiers et qui a des très belles canines supérieures pour notamment les parades nuptiales et la défense. Mais ce ne sont pas forcément signes d'un carnivore, malgré le fait que ça soit une grosse dent, une canine. Et le problème avec ce genre de dents, c'est qu'on n'a pas la possibilité de vraiment les identifier. Les canines sont des très mauvais marqueurs, contrairement aux prémolaires et aux molaires, qui ont des indications extrêmement fines sur le régime alimentaire des porteurs d'origine. Mais je vais en reparler, j'ai l'intention de faire un sujet là-dessus. Lophus, qui est une molaire inférieure qui est cassée au niveau de la racine, mais la racine est complète, hein. J'ai tous les éléments. Et bon, c'est toujours le même animal, le Propachynolophus, qui est un ancêtre des équidés modernes. Donc ça, c'est un animal qui devait être très important dans l'écosystème, parce qu'il devait prédominer largement sur les autres. Alors là, on a une petite dent qui pourrait, alors c'est vraiment sous toute réserve, être Hyracotherium, mais c'est très difficile à dire. Enfin, pour moi, je n'ai pas encore regardé. En tout cas, c'est une M3 inférieure. Donc là, c'est une position qui est assez importante parce que quand on a une M3 inférieure complète qui est sortie, c'est un animal adulte. Donc déjà, on peut être sûr que c'est un animal qui n'est pas juvénile. Ça, c'est sympa. Et puis, le fait qu'elle soit complète, qu'elle soit pas abîmée, qu'elle soit pas trop usée, c'est intéressant. Voilà, on va voir d'autres éléments. Alors là, je vais vous présenter une autre petite dent qui paye pas de mine, mais ceci dit, c'est un des seuls carnassiers qu'il y a dans ces niveaux-là. Et là, en l'occurrence, c'est une dent d'un carnivore. Enfin, alors on dit carnivore, mais c'est un abus de langage parce que ce sont des animaux qu'on appelle les créodontes et qui ont la particularité d'être différent des carnivores modernes. Donc là, c'est une molaire supérieure que j'ai pris en photo, je vais vous la remontrer, et qui peut-être même une P4 supérieure, donc P4 ou bon, à voir, parce que les créodontes justement n'ont pas comme chez les mammifères, de fixité dans l'ordre dans ce qu'on appelle, qui font la carnassière. Comme chez les carnivores modernes, ce sont deux dents qui forment ce qu'on appelle les carnassières, c'est la P4 et la M1. Et chez eux, chez les créodontes qui ont subsisté en gros du Paléocène jusqu'au Miocène, ils n'avaient pas de fixité dans la position des molaires. Et des molaires formant les carnassières. Donc ça pouvait être des fois une P2, une M2, enfin bon voilà, c'est un groupe à part. C'est un groupe à part, mais c'était un groupe de carnivores très présents dans ces niveaux-là et il n'y avait pas de carnivores modernes à l'époque. Là, on a affaire à du mammifère de taille modeste, mais qui ont une importance parce que ce sont les premiers rongeurs qu'on a dans le bassin parisien. Là, on a en l'occurrence des incisives et qui sont caractéristiques, qu'on pourrait retrouver tout à fait les mêmes traits
dans les animaux actuels, à peu de choses près, on a une partie émaillée et une partie non émaillée. Et ça, ce sont les grandes dents qu'on a notamment chez les castors, les rats musqués, enfin les choses comme ça. Donc voilà, des simples bouts comme ça qui paraissent totalement anodins ont une importance, permettent d'affirmer des éléments qu'on n'a pas forcément avec d'autres dents, parce que les molaires sont très très petites chez les rongeurs, hein. Les Eocènes, c'est de l'ordre de 2-3 mm, pas plus. Alors là, voilà justement des dents identifiées comme rongeurs. Ce sont des petites dents et elles sont relativement complètes parce que forcément plus c'est petit, plus ça échappe à la casse. Hein. Dès que vous avez une très grosse dent, une mâchoire ou un crâne, quand c'est repris par la mer qui arrive sur un sédiment en place, ça va casser tous les gros éléments. Et plus les éléments sont petits et fins, plus on a des chances de les avoir entières. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, les rongeurs, ils sont petits, mais ils sont complets. Et ça, c'est absolument intéressant. Très intéressant. Pour moi, hein, et pour beaucoup de gens. Voilà, on va finir en beauté, parce qu'on va finir avec des dents qui sont extrêmement rares dans ces niveaux. Et un peu partout, ce sont des primates. Alors pareil, ce sont des dents de petite taille, hein, c'est pour ça qu'elles sont relativement bien préservées. On a là par exemple sur cette molaire supérieure les racines. Donc là c'est une molaire supérieure avec ces 3 racines. Donc là c'est absolument fantastique d'avoir ça aussi complet. Et puis malheureusement on a un autre fragment ici, mais bon voilà, ceci dit, ne serait-ce qu'avoir un fragment c'est déjà pas mal. Alors j'ai à peu près terminé de vous montrer tout ce qu'il y avait en fossiles sur ce gisement là, qui donc a été encore une fois, je le rappelle, fouillé par Maurice et Claude Guilloux, qui sont des amis qui m'ont légué ce sédiment. Ah là tiens, j'ai encore une autre dent, une autre toujours de primate que j'avais mis sur le support pour bien le faire tenir. Et donc ce sont eux qui avaient récolté ce sable dans les années 80 lors d'un arrachage de vigne. Et heureusement qu'ils ont eu la présence d'esprit de récupérer donc des centaines des gros blocs et de les tamiser sur place, ce qui leur a permis de trouver une partie de la faune, là, une partie de cette faune-là qui comprend aussi bien des mollusques que des vertébrés. Voilà, j'espère que ça rendra un petit hommage à Maurice, à qui je pense souvent. C'est un gentil compagnon de fouille, quelqu'un de très souriant, et en plus il nous amenait le champagne à chaque fois. Alors,